Bonjour à tous et à toutes. Donc Fabien Robert, je suis directeur scientifique et technique de l'Institut technique de l'horticulture et plus particulièrement basé à Paris, dans l'unité nationale. Donc on m'a demandé aujourd'hui de vous faire un exposé sur filière d'innovation pour produire autrement, sujet vaste. Bon, sans qu'on me donne plus d'éléments, donc je me suis plié à l'exercice. Après, je me suis jeté à l'eau, après on verra ce que vous pouvez en tirer. Déjà, j'ai souhaité remettre dans le contexte filière d'innovation, ok, mais pourquoi innover? Bon, je pense que vous savez tous un petit peu, mais c'est histoire de repartir sur quelques principes de base. Donc innover pour maintenir la pérennité d'un secteur économique. Tout secteur économique a besoin d'innover. C'est bien sûr maintien de l'intérêt des consommateurs pour les produits du secteur. C'est-à-dire que le secteur horticole a des concurrents en interne, mais il y a aussi des concurrents en externe. La Saint-Valentin, on ne vend pas que des fleurs, c'est aussi les chocolats, la lingerie fine. Donc forcément, il faut innover aussi dans son propre secteur pour pouvoir supporter ses concurrents. Puis après, il y a les concurrents propres de l'horticulture. Les horticulteurs français n'ont pas le monopole de la production et de la vente de l'horticulture en France, donc hélas, ça serait bien, ça serait confortable, mais forcément il y a des entrées de produits sur le territoire national, et forcément il faut se démarquer de ses concurrents, et innover c'est un moyen de se démarquer des produits qui peuvent rentrer de différents pays tiers, voire de pays de l'Europe. Alors quelques constats qui appellent à innover aujourd'hui en horticulture plus qu'avant, je dirais, c'est les diminutions des ventes, le constat de diminution des ventes, vente de produits horticoles, ça c'est le chiffre vendu par la distribution spécialisée, distribution non spécialisée. Vous voyez qu'en 2010-2012, les chiffres sont forcément frais, mais la tendance est toujours la même. Il y a une diminution de ces ventes, moins 5%. Et on s'aperçoit que si on regarde la production française, les producteurs français sont d'autant plus touchés, puisque ça représente moins 13%, on n'est pas sur du moins 5%, c'est sur moins 13% de ventes de produits horticoles sortis des productions françaises. C'est-à-dire que les producteurs français sont plus touchés, je dirais, que les autres produits qui sont les produits d'importation. Vous faites la différence de 3,2 milliards d'euros et 1,63 milliards d'euros, c'est la part de produits importés en France et vendus dans les différents magasins qui vendent des produits horticoles. Il y a des raisons à ces diminutions. Il y a donc tout d'abord diminution du pouvoir d'achat, bon, c'est un constat général, ça ne touche pas que le secteur horticole. Et il y a aussi un constat, c'est changement d'attitude du consommateur, et changement de consommateur aussi. Le consommateur d'hier, comme on se le représente souvent, chapeau de paille, arrosoir, sécateur, etc., c'est un peu fini. On arrive sur la nouvelle génération qui ne connaissent pas forcément le végétal, et des générations qui sont connectées et qui veulent savoir, quand ils veulent savoir si la plante a soif ou pas, ils ne veulent pas mettre le doigt dans le terreau, ils veulent savoir sur leur iPhone ou leur iPad si la plante a soif. Donc on a de plus en plus ce type de génération qui arrive, il faut prendre ça en compte, et forcément il faut adapter le produit à la demande en considérant ces faits-là. Alors innover en horticulture, pour innover en horticulture, c'est un moyen de rester compétitif, et il y a différents moyens pour rester compétitif. Il y a diminuer les coûts de production, donc action sur l'aide de production. Il y a différencier ses produits par rapport à la concurrence, différencier les produits pour que le consommateur prenne d'abord ces produits-là. Et il y a aussi développer de nouveaux produits. Et on peut voir qu'en fait l'innovation peut intervenir à ces différents échelons. Diminuer les coûts de production, ce sera donc une innovation plutôt sur l'outil de production, sur les process. Innovation sur différencier les produits, donc là c'est pareil, des process qui peuvent permettre d'avoir des produits différents par rapport à ceux des concurrents. Et puis développer de nouveaux produits, c'est donc mettre de l'innovation dans la création variétale, dans l'innovation végétale elle-même. J'ai juste là apporté deux notions sur les façons d'innover. Il y a, bon, peut-être qu'il y en a d'autres, moi j'en ai relevé deux principales.
c'est l'application d'une idée de manière autonome, c'est-à-dire qu'on a une idée et on essaie de l'appliquer dans l'entreprise. C'est-à-dire que quelqu'un, salarié ou chef d'entreprise, même un extérieur, a une idée dit bah, tiens, ce serait bien de l'appliquer dans notre entreprise. Alors ça veut dire que ça nécessite forcément de pouvoir voir si ça peut s'appliquer à l'entreprise, donc première chose. Puis deuxième chose, si ça peut être rémunérateur pour l'entreprise. Donc ça c'est le deuxième point. C'est-à-dire qu'on est en pushing, c'est-à-dire qu'on a une idée qui vient, qui émerge, mais après il faut vraiment l'évaluer par rapport à l'entreprise, par rapport au produit, par rapport au marché. Donc ça c'est une méthode, une façon d'innover qui donne beaucoup de déchets. Hein. C'est une façon qui est un peu comme ça, intuitiste, mais c'est pas forcément la meilleure façon. Une autre façon d'innover, c'est ce qu'on appelle l'innovation provoquée, où là on a des conceptions d'innovation qui sont adaptées, c'est-à-dire qu'il y a un regard sur le marché en permanence, il y a un regard sur le produit, sur la concurrence, et le gestionnaire, chef d'entreprise, avec son staff, réalise des améliorations sur les produits, sur la méthode de travailler, qu'on appelle conception réglée. Et après, il peut y avoir l'appui de la recherche. Là, on est dans ce qu'on appelle une conception par rupture. Donc, il peut amener à changer complètement le produit, à changer complètement la méthode de produire. Cela appelle forcément de se donner les moyens. Hein, pour innover, c'est pas se lever le matin comme ça nécessite quand même une bonne organisation. C'est forcément pour l'entreprise de bien identifier le marché, de connaître ses concurrents, comme on parlait un petit peu tout à l'heure, et puis s'appuyer sur des acteurs de la recherche et développement. Il y a différents secteurs dans lesquels on peut innover et qui font appel forcément à différents domaines de la recherche et du développement. Ici est rapporté, il y a des gens qui s'intéressent quand même au processus d'innovation, il y en a qui ont travaillé sur ces sujets-là, et il y a un chercheur qui a émis là ce qu'on appelle une échelle TRL. C'est l'échelle en fait, le processus d'émergence de l'innovation, sachant qu'on parle d'innovation quand une invention ou une découverte rencontre un marché. C'est-à-dire qu'il y a une façon de rémunération derrière, hein. Il y a matière à valoriser de manière économique l'invention ou la découverte, et on parle d'innovation. Ici, donc, c'est une échelle qui part de la recherche fondamentale jusqu'au développement du produit lui-même. Vous pouvez voir qu'il y a quand même un certain nombre de stades, et cela veut dire qu'il y a des stades qu'il ne faut pas griller forcément. Il faut de brancher une entreprise avec de la recherche fondamentale, ça donne vraiment quelque chose de viable. Il faut forcément des stades intermédiaires. Et là, je ne fais pas de publicité pour les instituts techniques horticoles, dont je dépends, mais les instituts techniques agricoles en général. Mais bon, il y a quand même un stade important, sachant que les instituts se trouvent sur ces créneaux-là, 5, 6, 7, de développement technologique, démonstration, etc. Donc important de bien considérer les différentes étapes du développement de l'innovation pour pouvoir aboutir à quelque chose de viable. Alors, quelle innovation après? Donc, j'en ai dit quelques petits mots, c'est innovation sur les outils. Hein, bon, vous avez ici un tunnel. Effectivement, on peut innover sur les outils en adaptant, en construisant des nouveaux outils qui permettront d'optimiser forcément les process. Hein, plus de température, etc. Gestion d'irrigation. Et puis qui permettront aussi de développer de nouveaux produits. Ou pas, on peut rester sur les mêmes produits, mais d'avoir un nouvel outil permet quand même bien souvent de pouvoir avoir des nouveaux produits. Donc de pouvoir avoir une gamme de produits et de pouvoir s'attaquer à de nouveaux marchés. Après, on peut rester avec le même outil et essayer de faire du nouveau produit avec le même outil. C'est limitatif, on verra tout à l'heure, quelques exemples. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour faire ce genre de démarche. Après, c'est de s'attaquer au process, parce que ce que j'appelle process, c'est une terme technique, c'est-à-dire qu'on change de manière d'irriguer, on change de manière de fertiliser, on passe
du Touchibic à la PBI, etc. Ça permet d'avoir des nouveaux produits, voire de les valoriser, et de pouvoir optimiser aussi l'outil, c'est-à-dire d'avoir des process plus rentables pour l'outil, et voire d'avoir plusieurs cultures dans le même outil. Alors, quelle innovation? Donc là, je me suis attaché à essayer de classer un petit peu, à classifier les différentes innovations qui peuvent être réalisées, en y allant un petit peu crescendo, c'est-à-dire de ce qu'on peut faire classiquement avec un même outil jusqu'à changer d'outil complètement. Alors ici, j'ai mis des petites échelles à droite, vous avez les références en bas, hein. Optimisation de l'outil, valeur ajoutée pour le produit, et puis accès au marché. Accès marché, c'est ici. Donc c'est des petites échelles. Le jaune étant pas de changement, hein, on reste sur la même position. Et puis on verra tout à l'heure, on va jusqu'au violet, où là, ça permet de gagner sur l'échelle. Donc soit d'optimiser l'outil au maximum, soit d'avoir beaucoup plus de valeur ajoutée, soit d'avoir un accès au marché de manière plus importante, etc. Donc là, pour le cas ici, on est sur un même outil, et avec des nouvelles variétés, on change la variété d'année en année. Ok, c'est bien, ça permet de capter, de rester dans le marché, sur le marché, mais bon, la valeur ajoutée un petit peu, mais pas plus que ça. L'accès au marché, on n'a pas de nouveau marché qui se développe grâce à ça, hein, a priori. Donc on reste sur le marché sur lequel on est. Et l'optimisation de l'outil, pas plus que ça, parce que c'est les mêmes cultures, c'est la variété qui remplace une autre variété. Des fois un peu à la marge, il peut y avoir une variété qui se positionne sur des créneaux temporels un peu différents, qui permettent peut-être d'accéder à quelques marchés différents, mais bon, pas plus que ça, a priori. Après l'exemple nouvelle espèce. Bon, là, c'est une vraie fausse nouvelle espèce, hein. J'ai pris le cas de la pivoine, qui, en fait, la pivoine a ressuscité, je dirais, entre guillemets, grâce à l'innovation, justement, variétale. Il y a eu des problèmes sanitaires, il y avait des problèmes de multiplication. Et là, je dirais, je la considère ici un peu comme une nouvelle espèce. En tout cas, c'est un cas d'exemple qui aurait détaillé mes propos. Et du coup, la pivoine a pu donc être augmentée fortement son production sur les zones sud-est et maintenant aussi sud-ouest et voire d'autres régions. Et c'est une culture qui a vraiment beaucoup augmenté. Et le fait d'introduire une nouvelle espèce peut permettre justement d'optimiser l'outil parce qu'on peut positionner une nouvelle espèce. Si vous le faites, bon, merci. On peut positionner donc la nouvelle espèce par rapport à d'autres cultures qu'on a déjà dans l'outil de production. Et puis, ça permet, d'avoir une nouvelle espèce, ça permet, par rapport à la concurrence, d'accéder à d'autres marchés, d'élargir un peu les marchés par rapport aux concurrents. Et puis d'apporter, comme elle est nouvelle, d'apporter de la valeur ajoutée sur ce type de culture, ce type de production. Après, c'est différencier ou segmenter l'offre, c'est-à-dire vraiment avoir des produits bien distincts et bien définis. L'exemple, par exemple, des plantes dépolluantes. Les plantes dépolluantes permettent d'attaquer un certain secteur, hein, que ce soit la phytorémédiation, donc les pollutions des sols, etc., ou des pollutions aussi, maintenant qui commencent à se développer des habitats. Donc ça permet d'accéder à un nouveau marché. Donc là, on développe un nouveau marché. Valeur ajoutée, bon, ce n'est pas forcément des nouvelles cultures, mais elles sont reconnues comme telles. Donc ça permet d'avoir de la valeur ajoutée quand même sur les cultures produites. Et puis optimisation de l'outil, bon, j'y reviendrai tout à l'heure, mais bon, pas plus que ça. Sachant que ça, c'est pas forcément des cultures en plus de ce qu'on faisait avant, ce sont peut-être des cultures qui remplacent ce qu'on faisait avant. Plante locale, donc là c'est un label qui vient de sortir, végétal local, qui permet de cibler des marchés bien précis de revégétalisation, etc., après des gros chantiers ou des communes qui veulent végétaliser avec des végétaux dits locaux. Dans ce cas-là, ça permet bien sûr d'accéder à un marché bien précis et identifier ces plantes comme telles et de pouvoir avoir un petit peu de valeur ajoutée, mais plantes locales, ce ne sont quand même pas des plantes à forte valeur ajoutée dans le sens où
c'est les plantes qu'on peut trouver dans la nature. Bon, il y a tout un process quand même qui, sous la base végétale locale, est obligatoire et donc tout le monde ne peut pas faire ça. Mais bon, la valeur ajoutée ne va pas être énorme. Ensuite, plantes compagnes attractives. Pareil, ce ne sont pas forcément des nouvelles plantes. Valoriser un butélia, c'est pas forcément évident. C'est pas une valeur ajoutée énorme. Ça permet un petit peu d'attaquer le marché, d'attirer l'attention sur la plante. Végétaux urbains, ce que j'appelle végétaux urbains, c'est les végétaux à destination de surfaces un peu difficiles, murs végétaux, toitures végétales, des végétalisations urbaines entre guillemets. Sont des cultures qui peuvent être considérées comme avec de la valeur ajoutée, qui sont quand même des destinations et qui sont achetées par des réalisateurs qui sont intéressés par ce type de produit, donc, et avec un accès à marché bien précis qui permet du coup de vendre ces plantes spécifiquement pour ce type de destination. Alors, optimisation de l'outil, pas plus que ça, parce que ça n'est pas forcément en complément de cultures qui sont développées dans le système de culture. Donc ça ne va pas forcément optimiser plus que ça l'outil. Nouveaux produits par des nouveaux process. Donc c'est-à-dire qu'on a des nouveaux itinéraires techniques. Dans l'outil de production, on a de nouveaux itinéraires techniques. Ça permet tout d'abord, pour ceux qui le souhaitent, de pouvoir valoriser les process et les produits. Vous avez quelques exemples de valorisation. Passer par exemple à un système reconnu dans les cahiers des charges de plan bleu LPS, où ça permet de pouvoir valoriser, d'accéder à ces certifications et de pouvoir valoriser son produit aussi comme tel. Et ça permet surtout d'accéder à certains marchés quand même, parce qu'il y a reconnaissance par les distributeurs, bien souvent, de ces certifications. Nouveaux produits par des nouveaux process. Sur le végétal horticole, je parlais de végétal urbain, c'est aussi cet exemple-là. Mais en production, plutôt que d'avoir une plante à destination urbaine avec du substrat, on l'a fait en hydroponie ou en aéroponie, ce qui permet après d'accéder à certains types de destinations dans des contenants sans substrat. Vous avez des exemples de murs végétaux, tuyaux végétales, qui sont sans substrat ou avec des substrats inertes. Et du coup, on est sur un autre marché. L'acheteur n'a plus besoin de se débarrasser du substrat pour utiliser les plantes. Donc on a des plantes comme la valeur ajoutée sur ce type de produit. Et puis surtout, on a un accès au marché qui est bien ciblé. Nouveaux produits par des nouveaux process. Cas d'autres types végétaux, horticoles toujours, mais avec des destinations un peu différentes. Fleurs comestibles, des petits fruits. Donc là, c'est la vente dans des contenants horticoles de plantes qui portent des fruits et qui peuvent être consommées immédiatement. C'est les plantes aromatiques aussi, par exemple, qui peuvent être développées dans ce type de nouveaux process. Ce qui permet d'avoir plus de valeur ajoutée quand même sur ce type de produit, et puis d'accéder à des marchés particuliers. Ça se développe beaucoup, c'est les exemples que j'ai pris au Canada. Donc là vous avez un bleuet comestible, de la vigne, un petit pommier avec beaucoup de pommes dessus et qui peuvent être consommés rapidement, achetés comme tels. Nouveaux produits par nouveaux process avec des plantes à molécules d'intérêt, pourquoi pas. Des plantes horticoles avec des molécules qui peuvent être à destination de la parfumerie, la cosmétique ou la pharmacologie, ou d'autres plantes, pas forcément horticoles, peuvent être autre chose, des plantes aromatiques et médicinales. Des plantes utilisées avec des molécules pour le biocontrôle, de plus en plus. Nos collègues de l'ITEPMAI travaillent beaucoup ce genre de produits, extraient ce genre de molécules à destination et des programmes de recherche sur ces aspects-là. Et puis ça peut être aussi des plantes à vocation industrielle. Là, c'est l'exemple du pissenlit de Russie.
qui renferme un latex qui peut être utilisé pour la fabrication des pneumatiques. Donc là, il y a un constructeur de pneumatiques qui va injecter du latex provenant de pissenlit. Sur ce type de production, on n'optimise pas forcément l'outil dans le sens où la culture est vraiment en remplacement de ce qui est fait déjà, de ce qui était fait au préalable dans les serres, hein, par exemple. Par contre, on peut avoir de la valeur ajoutée forte pour certaines molécules, pour certaines destinations. Optimiser sa production par de nouveaux outils. Donc là, on change carrément d'outil, on est plus sur le process, c'est-à-dire qu'on met de nouveaux bâtis, par exemple. Le cas de l'anémone qui est passé en hors-sol, dans des serres ou dans des serres à paragonflables, par exemple, c'est la station du SCRAT qui a mis ça au point, SCRAT dans le sud-est, hein, et qui a permis d'accéder à de nouveaux marchés, puisqu'on peut faire des productions décalées, et puis valeur ajoutée un petit peu, et puis surtout, ça permet d'optimiser vraiment les processus de production, hein, c'est-à-dire qu'en termes de maladies fongiques, etc., on gère beaucoup mieux, donc on maîtrise mieux les process. Production horticole différente, c'est-à-dire que là, on passe d'une production un peu classique carrément à une production high-tech. Bon là, c'est une photo que j'ai prise des serres de Singapour, où on est dans l'agriculture urbaine, où là, on a tout un dispositif mécanisé qui permet aux plantes de recevoir la lumière d'une manière différentielle, chacune leur tour, et qui permet bien sûr d'optimiser les processus d'irrigation, de fertilisation, etc., et d'apport en lumière au maximum, et puis qui permet d'avoir de la valeur ajoutée un petit peu sur ces plantes-là, si on peut produire des fois toute l'année, contrairement à d'autres concurrents. Des nouveaux produits par des nouveaux outils. Suite, là où on change carrément de produits, c'est-à-dire que dans les systèmes serres, on va faire d'autres cultures, des aromatiques, à destination de la consommation en frais, des algues. Aux Pays-Bas, il y a des systèmes production maraîchage, horticole et production d'algues, mixtes, hein, les sous-serres. Donc là, c'est un exemple unique algues, mais bon, il y a des systèmes mixtes aux Pays-Bas. Et pourquoi pas aussi mettre des dispositifs pour des productions animales, et en l'occurrence ici, le système du râteau, hein, pour la production de poissons. Dernier exemple, nouvelle utilisation des outils, c'est l'utilisation vraiment à d'autres fins. Bon, c'est l'utilisation des serres comme support photovoltaïque. Bon, après, elle se pose la question quand même qu'est-ce qu'on produit en dessous. C'est aux États-Unis, c'est l'utilisation des serres pour faire du yoga. Il y a une ambiance qui est sereine et humide, température, plante, qui fait que, bon, pourquoi pas. Voilà, c'est loué à des profs de yoga les serres. Et puis c'est également, pourquoi pas, transformer les serres en restaurant, eu égard à l'ambiance qu'il y a dans ces outils-là. Dernière chose, je parle d'innovation sur le produit, sur l'outil, mais il y a aussi de l'innovation sur l'acte commercial. Hein, c'est marketer et tout ce qui concerne le merchandising aussi. Donc là, ce sont des photos que j'ai rapportées du salon du végétal qui s'est tenu en février à Angers, où vraiment il y a des efforts de marketing, de présentation. Donc là, c'était le cabinet de tendance Chlorosphère qui avait mis en scène des présentations de magasins de distribution. Et puis voilà, donc c'est des exemples qui montrent que après aussi, on peut innover sur l'acte de commercialisation, ce qui est aussi très important pour vendre son produit. Voilà, j'ai fait le tour rapide de quelques exemples de ce qui peut être envisagé avec un outil de production ou changement de l'outil de production. Maintenant, on aura d'autres débats après.